Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail. Pour ceux qui l'apprécient, merci de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je fais le point sur ce qu'il se passe à Taïwan, puisqu'il y a des choses intéressantes qui se sont passées. Donc tout d'abord, il y a une montée des tensions autour de Taïwan, et c'est d'ailleurs pourquoi je fais cette vidéo. Pendant un très long moment, ça a été calme, entre guillemets bien sûr, hein, ça l'a jamais été complètement, mais il n'y avait pas de choses vraiment pertinentes et intéressantes à dire. Donc là, j'ai pu avoir beaucoup plus d'informations et encore une fois, il y a une montée des tensions, ça commence à se précipiter à la grande inquiétude de Taïwan, comme on va le voir. Donc on va regarder pas mal d'articles et au sujet de quoi? Bah, tout simplement, qui pourrait gagner la guerre entre la Chine et les États-Unis? Parce que il y a eu quelque chose qui a changé la donne, c'est que depuis une dizaine d'années, la Chine a extrêmement augmenté sa production de navires de guerre, mais pas que, mais pas que. Et nous allons voir que l'effondrement de l'empire américain à tous les niveaux, comme je ne cesse de vous le répéter dans beaucoup de vidéos, eh bien là on va le voir qu'il y a des choses concrètes à dire sur cet effondrement côté militaire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos de l'effondrement militaire des États-Unis. Ben là on va le voir très concrètement pour l'US Navy. Alors j'avais déjà fait une vidéo qui vous montrait très concrètement les problèmes de l'Angleterre concernant sa Navy, sa Royal Navy, qui était dans un état absolument catastrophique, encore plus catastrophique que la Navy américaine. Mais bon, là on ne parle pas des Anglais mais des Américains. En tous les cas, tout ce qui est anglo-saxon, c'est absolument catastrophique. Et là, on va le voir avec des sources américaines très sérieuses. Bref, donc il y a de quoi se faire du mouron pour les Américains s'ils devaient combattre la Chine. Alors évidemment, il y a du pour et du contre, hein. Il y a toujours des nuances de gris, hein. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Là, dernièrement, certes, tout ce qui est naval, la marine chinoise a plus de navires que les Américains, mais attention, les Américains, globalement, ont toujours une marine qui est plus puissante que les Chinois. Donc voilà. Alors, on va le voir plus tard que bon, bah, la situation est complexe à analyser, car il y a des choses de part et d'autre à dire, et justement nous allons voir cela. Or, pas dans le détail à fond, mais grosso modo, ça va vous donner une idée plus ou moins précise des forces en question entre la Chine et les États-Unis. Et à la fin, vous aurez ma conclusion. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le constat de cette peut-être future guerre à Taïwan est très intéressante à analyser d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue géopolitique. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, allez, commençons. Alors tout d'abord, on va parler de cette coalition contre la Chine. Donc là, on a le Quad. Alors le Quad, c'est quoi? C'est États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Japon et Inde, qui est une coalition officielle contre la Chine. Voilà, donc ça c'est important à noter. Autre chose très importante à noter, c'est que l'Inde ne participerait pas à une guerre contre la Chine si le sujet c'est Taïwan. Voilà, alors ça c'est très important à noter. C'est-à-dire que l'Inde pourrait entrer en guerre contre la Chine uniquement si l'Inde a des intérêts nationaux touchés par les Chinois. Par exemple, le territoire indien. Il ne ferait la guerre à la Chine
qu'à cette condition, et non pas pour Taïwan. Donc ça, c'est très important à souligner. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que l'Australie, le Japon par exemple, ferait la guerre à la Chine si jamais Taïwan était envahi par la Chine? Rien n'est moins sûr. Bon, maintenant, quant aux probabilités que d'autres pays hors États-Unis participent effectivement activement à une guerre, véritable guerre contre la Chine, c'est-à-dire une alliance totale avec les États-Unis pour protéger Taïwan, nous verrons la conclusion à la fin en géopolitique, les probabilités que cela arrive ou non. Vous allez voir, c'est très intéressant à analyser. Alors on a le Nikkei Asia qui nous dit les troupes terrestres de la France et du Japon effectuent leur premier exercice conjoint dans le Pacifique. Alors ça, c'est pour vous montrer que la France fait aussi partie de cette coalition, même si elle n'est pas dans le Quad. Donc vous voyez que la coalition contre la Chine représente pas mal de pays. Alors maintenant, leur implication réelle, s'il y a une vraie guerre, personne ne peut le savoir, hein, même concernant les autres pays. Hein, nul ne peut savoir l'implication qui sera effective concernant tous les autres pays hors États-Unis. On ne peut pas le savoir, ni du Japon, ni de la France, ni de l'Australie. On ne peut pas savoir, bien entendu, Royaume-Uni, États-Unis, c'est la même entité. Donc eux, ils réagiront comme un seul homme. Par contre, pour les autres, à savoir, mais encore une fois, nous verrons cela concernant la partie géopolitique à la fin. Maintenant, on va voir la coalition possible. Je dis bien possible parce qu'elle n'est pas entérinée dans un mouvement officiel ou une entité officielle comme le Quad, mais nous allons voir la coalition possible côté Chine. Alors si les États-Unis faisaient la guerre contre la Chine, effectivement, est-ce que la Chine serait seule? J'ai envie de vous dire non. Déjà, la Corée du Nord. La Corée du Nord ne pourrait pas se permettre d'une Chine défaite. Ce serait impensable pour la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord interviendrait de manière certaine. On peut oser dire à 100%. Et en plus, autre avantage de la Corée du Nord par rapport à la Chine, c'est que la Corée du Nord pourrait envoyer des missiles à Taïwan. Entre la côte et Taïwan, il y a environ 1500 km. La Corée du Nord a tout ce qu'il faut en missiles et même en drone pour atteindre Taïwan qui n'est qu'à 1500 km. Donc déjà la Corée du Nord, souvenons-nous que la Corée du Nord, c'est une nation nucléaire. Elle a l'arme nucléaire. Évidemment, elle ne l'utiliserait pas, mais c'est pour vous dire que c'est une nation militairement puissante. C'est un pays qui s'est entièrement tourné sur le militaire. Alors non seulement c'est une nation qui est puissante militairement, mais en plus qui a la volonté d'utiliser tout ce qu'elle a pour défendre la Chine. C'est une certitude. La Corée du Nord sans la Chine meurt tout de suite. Il y a un besoin fusionnel de la Chine. Donc la Corée du Nord, c'est certain. Alors nous avons l'Iran. Alors pourquoi l'Iran? C'est parce que l'Iran bénéficie d'un soutien politique très fort de la Chine, mais en plus ils ont des liens commerciaux importants. Il y a des liens économiques importants et de plus en plus importants. Il ne faut pas l'oublier. Donc l'Iran, elle, n'attaquerait pas directement Taïwan parce que c'est beaucoup trop loin, même avec des missiles. Donc là, on ne peut pas penser à cela, mais l'Iran, diplomatiquement bien sûr, appuierait la Chine, mais pourrait donner des missiles, vendre des missiles tout du moins, approvisionner la Chine, aider la Chine au niveau logistique, au niveau des missiles. Je ne vois pas d'autre chose pour laquelle l'Iran pourrait aider la Chine. Pour moi, ça se contentera de la logistique
et des missiles. Mais il n'y aura pas d'attaque de l'Iran directement sur Taïwan avec des missiles. Alors maintenant la Russie. Alors la Russie, c'est le gros morceau. La Russie a besoin de la Chine. Et donc la Russie pourrait très bien intervenir pour aider la Chine de manière directe, exactement comme la Corée du Nord. Et là, vous vous douterez bien que ça ferait très 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 mal pour la coalition qui défendrait Taïwan. Inutile de vous dire que, en admettant qu'on ne pense pas à l'Iran, mais simplement Chine, Corée du Nord, Russie, bon, là forcément ça changerait complètement la donne. Ça changerait complètement la donne. Alors évidemment, tout, au niveau militaire j'entends. Maintenant au niveau géopolitique, si jamais la guerre arrive, donc les États-Unis commencent à jouer les gros bras, en disant ça y est, c'est la guerre. Mais je pense que si la Russie dit attendez, moi je vais intervenir directement parce que la Chine est mon meilleur ami et mon grand allié, je vais intervenir directement. Là, je pense qu'au niveau géopolitique, la guerre s'arrêterait tout de suite. De toute manière, il y aurait des pourparlers, il y aurait déjà diplomatiquement des câbles envoyés de la Russie aux États-Unis. Faut pas oublier que les États-Unis et la Russie sont en pourparlers en permanence, hein, via le chef de la CIA principalement et le chef de la sécurité des États-Unis principalement. Donc voilà, donc je pense que ça s'arrêterait tout de suite. Voilà, mais bon, en prenant une hypothèse uniquement militaire, sans parler de politique, de géopolitique à côté, imaginez-vous la puissance de la Russie contre Taïwan. N'oublions pas que la Russie peut envoyer des missiles d'ici même, de là, et il y a allez, 2500 km à peu près, un peu moins de 2500 km, 2300 km. Donc la Russie pour envoyer des missiles sans problème sur toute la zone, ils ont tout ce qu'il faut, ne serait-ce qu'en KH-101. Bref, donc là ça changerait complètement la donne. Mais j'ai envie de vous dire, d'un point de vue uniquement militaire, une participation de la Corée du Nord directe qui aiderait la Chine, déjà ça changerait la donne. Ce n'est que mon avis. Mais déjà ça changerait la donne si on part du principe que la Corée du Nord interviendrait directement et lancerait tout ce qu'elle a contre Taïwan. Voilà, contre les États-Unis et la coalition. Voilà. Bref, c'était quand même à noter que pour souligner que la Chine, il y aurait de très très grandes chances que la Chine ne se battrait pas toute seule. Alors là, on a un article très intéressant du Washington Post qui nous dit Taïwan prépare ses citoyens à une invasion chinoise. Donc vous voyez que pour Taïwan, c'est très concret cette affaire. Ça peut très vite devenir très concret, cette guerre avec la Chine. Et pourtant, là, comme il est dit là, les choses ne se passent pas bien. Parce que malgré que Taïwan prépare ses citoyens à une invasion chinoise, eh bien, tout, pour les Taïwanais en eux-mêmes, parce qu'il y a une grosse différence entre les Taïwanais et le gouvernement de Taïwan. Le gouvernement de Taïwan, c'est une entité à la botte totale de Washington. Ne l'oublions pas. Les Taïwanais, eux, c'est bien autre chose. Les Taïwanais, ils voient les Chinois comme un peuple frère. Ne l'oublions pas. À la base, c'est des Chinois, les Taïwanais. Hein, donc, certes, il y a eu une sorte de scission entre les Chinois du continent et les Chinois qui ont immigré sur l'île de Taïwan. Mais cette scission, c'était il y a très 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 longtemps. Et donc les Taïwanais, la population taïwanaise, ne voit pas forcément d'un mauvais œil les Chinois du continent. Ne l'oublions pas. Alors oui, il y a une grosse propagande qui fait que, américaine,
qui fait que bon, ils essayent de retourner la population contre Pékin. Mais ce n'est pas si simple, parce que là, les Taïwanais ne voient pas les choses d'un même œil. Les Taïwanais dépendent totalement économiquement de la Chine. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc oui, maintenant, surtout les jeunes Taïwanais, plus le temps passe, plus il y a une scission culturelle avec la Chine. Ça c'est sûr, plus le temps passe, plus la propagande fait son œuvre. Surtout la population plus jeune, la population la plus jeune de Taïwan, bien évidemment. Mais cela dit, il y a quand même une bonne proportion des Taïwanais qui veulent que les choses se tassent avec la Chine et qu'il y ait une paix bien évidemment entre les deux pays. Parce qu'ils savent très bien comment ça va se finir, les Taïwanais. Ils ne sont pas idiots. Les États-Unis sont loin. Ils voient très bien que les États-Unis, eux, poussent à une guerre, entre guillemets, avec la Chine, uniquement pour leurs propres intérêts, et pas pour les intérêts des Taïwanais, bien évidemment, à l'image de ce qui se passe en Ukraine. Le peuple taïwanais n'est pas complètement stupide non plus, hein, malgré la propagande. Il ne faut pas l'oublier. Bref, le gouvernement a prolongé le service militaire obligatoire et réorganisé la formation des réservistes pour tenter de faire réfléchir Pékin. Mais ces efforts ne sont pas à la hauteur. Et pourquoi ils ne sont pas à la hauteur? Pour tout ce que je viens de dire. Quand, quand on va dans l'article, on le lit bien, voilà, donc là, les Taïwanais ne devraient pas se battre et ne pourraient pas gagner de toute façon, explique une influenceuse à ses abonnés dans la série. Ceux qui veulent que nous entrions sur le champ de bataille ne se soucient pas vraiment de nos souffrances. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Il s'agit peut-être d'une fiction, mais l'évaluation sombre de la série sur la préparation au combat de Taïwan met en lumière un problème bien réel auquel est confronté le président Lei Ching-te, qui a pris ses fonctions en mai et que Pékin considère comme un séparatiste dangereux. Bon bref, tout l'article, c'est pour vous dire que la population taïwanaise, elle n'est pas pour. Hein, voilà. Donc bien faire la distinction entre le gouvernement taïwanais et le peuple taïwanais. Toujours le Washington Post, on peut lire « La Chine et les États-Unis conviennent d'une rencontre entre leurs dirigeants lors de la visite à Pékin d'un conseiller de la Maison-Blanche ». Donc le Jake Sullivan, c'est lui, c'est le chef de la sécurité des États-Unis. Et lui, il parle de concert avec la Chine, avec William Burns. Souvent, ils sont en binôme. William Burns, c'est le chef de la CIA. Et vous voyez, vous voyez, c'est pas que vous voyez, mais vous savez que Jake Sullivan et William Burns s'entretiennent fréquemment avec Moscou concernant l'Ukraine. Eh bien, c'est la même chose avec la Chine, parce que les deux auraient à perdre en réalité. Les deux auraient à perdre, bien évidemment, comme chacun sait. Mais on en parlera plus précisément à la fin dans la géopolitique. Voilà, là on va plutôt se concentrer sur le côté militaire d'abord. Donc là c'était juste pour vous montrer que évidemment il y a toujours des pourparlers, quoi qu'on dise, entre les États-Unis et la Chine, exactement comme il y a en permanence des pourparlers entre les États-Unis et la Russie pour l'Ukraine, bien évidemment. Là ici, on a Global Times, qui est le journal de la Chine, le journal d'État chinois, et là qui nous dit Zhang Chua souligne la stabilité militaire entre la Chine et les États-Unis lors de sa rencontre avec Jake Sullivan. C'est en relation avec l'article qu'on a vu précédemment. Donc là, vous voyez, la Chine souligne la stabilité militaire entre la Chine et les États-Unis. Donc vous voyez tout ça pour montrer que il y a une montée des tensions, il y a une aggravation militaire, et on va le voir, mais malgré tout, il y a toujours des pourparlers, comme cela est souligné ici par le journal chinois Global Times. Là maintenant sur TV5 Monde, on peut voir manœuvre militaire quand la Chine simule un bouclage de Taïwan.
Voilà, donc c'est un exercice de 3 jours et on va voir plus précisément avec une carte la tête que cela a. Alors voici les exercices militaires qui ont été faits par la Chine il y a peu de temps et vous pouvez voir que la Chine a fait et a réellement fait effectivement son blocus de Taïwan avec énormément d'avions de combat, énormément de navires. Donc là, vous voyez en gris, c'était l'exercice 2022 et en rouge, c'est l'exercice 2024. Et vous pouvez voir que l'exercice 2024 est plus important puisque il y a eu des exercices très intenses et très puissants le long de la côte en plus ici, ce qui est nouveau. Donc là, ce plan 2024 s'appelle l'épée commune de la Chine et là, ça nous a été donné cette carte par le CSIS. Voilà, donc c'est très impressionnant parce qu'évidemment, étant donné le nombre de bateaux qui étaient dans cet exercice avec le nombre d'avions, c'était très impressionnant. Mais ce qui a étonné tout le monde, c'est qu'ils ont fait cet exercice dans le plus grand secret et apparemment au nez à la barbe de tous les Occidentaux. Parce qu'il n'y a eu absolument aucune annonce, zéro annonce. Ça s'est fait dans le plus grand secret. Et vous voyez, voilà, il n'y a que le Pentagone qui a essayé de suivre. Mais moi, d'après ce que j'ai entendu, ça les a surpris. La vitesse et l'organisation des exercices ont été assez extraordinaires. En tous les cas, moi, d'après ce que j'ai lu, cela a surpris le Pentagone par cette vitesse d'exécution. Donc, ça a dû faire beaucoup réfléchir les États-Unis. En tous les cas, c'était à noter, c'était même très important à noter, puisque la Chine traîne cette réputation d'être mal organisée, mal disciplinée, etc. En réalité, c'est tout l'inverse, c'est plutôt de notre côté qu'on perd au niveau discipline, parce que, comme je l'ai déjà montré dans maintes vidéos concernant l'armée américaine, tout se perd, la discipline, le wokisme, la barre des standards pour être soldat américain qui a été largement descendue hein, pour pouvoir prendre en compte les obèses parce que ou les bien en chair comme vous voudrez. Donc la barre a été largement descendue quant à la qualité globale, que ça soit intellectuelle ou physique, des soldats américains. Donc je dirais que c'est plutôt l'inverse en réalité. Voilà, donc c'est tout cela a été à noter. Alors maintenant on va parler puissance militaire, purement militaire. Là, selon Warrior Maven, on a les États-Unis contre la Chine en mer. La marine de la Chine est plus grande, mais la marine américaine dispose de plus de porte-avions et de destroyers. La marine américaine exploite 11 porte-avions contre 2 pour la Chine. 92 destroyers contre une flotte chinoise d'environ 50 destroyers. Bon bref, l'article nous dit, voilà, c'est vrai que la Chine a plus de navires de guerre, mais en gros, les États-Unis ont une marine plus puissante pour X et X raisons. Et c'est vrai. Et c'est vrai. La marine américaine, globalement, est plus puissante que la marine chinoise. Ça, c'est vrai. Mais on va voir que c'est beaucoup moins clair que cela. Si on suit le rapport au Congrès sur la modernisation de la marine chinoise, eh bien, ce rapport qui vient de l'Institut naval américain, hein, qui date du 30 janvier 2024 exactement, que lit-on? On lit le département de la défense américain déclare que la marine chinoise est la plus grande marine du monde avec une force de combat de plus de 370 plateformes, dont des navires de combat de surface majeurs, des sous-marins, des navires amphibies océaniques, des navires de guerre des mines, des porte-avions et des auxiliaires de flotte. Notamment, ce chiffre
n'inclut pas environ 60 patrouilleurs de combat de classe Hubei qui transportent des missiles de croisière anti-navires. La force de combat globale de la marine chinoise devrait atteindre 395 navires d'ici 2025 et 435 navires d'ici 2030. En comparaison, la marine américaine comprenait 292 navires de combat au 29 janvier 2024. Et le projet de budget de la marine pour l'exercice 2024 prévoit que la marine comprendra 290 navires de combat d'ici la fin de l'exercice 2030. C'est-à-dire que le nombre de navires va baisser. Les responsables militaires américains et d'autres observateurs expriment leur inquiétude concernant le rythme des efforts de construction navale de la Chine, la capacité de l'industrie de construction navale chinoise par rapport à la capacité de l'industrie de construction navale américaine et les tendances qui en résultent concernant les tailles et les capacités relatives de la marine chinoise et de la marine américaine. Donc ce rapport du Congrès inquiète, bien évidemment, et on va voir que leur source d'inquiétude, ça vient pas de nulle part. Alors, comme on l'a vu au début, certes, là, sur le papier, la marine américaine reste plus puissante, mais la tendance fait qu'elle va s'affaiblir très rapidement. Alors que la tendance, là, d'après le Congrès, fait que la marine chinoise, elle va être beaucoup plus puissante très rapidement. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Là, on a un rapport du CSIS, Center for Strategic and International Studies, qui nous montre un graphique très important. Alors évidemment, c'est un rapport qui est très long. En gros, il nous dit que faut s'inquiéter puisque d'après le rapport du Congrès, la marine chinoise va très bientôt dépasser, même en puissance, la marine américaine et qu'il faut absolument faire quelque chose très rapidement. Alors à la fin du rapport, ils disent bon, faut pas s'inquiéter puisque on est encore très puissant et que on va allouer bientôt des deniers pour améliorer nos capacités de production concernant notre marine, améliorer la logistique et l'organisation qui est pour l'instant assez mauvaise. Donc vous inquiétez pas, dans le futur on va améliorer tout ça. Oui, mais en attendant, voilà ce qu'il en est. Là, qu'est-ce que nous dit le CSIS ? Là, c'est les navires de guerre en activité concernant l'année et par rapport à la Chine et les États-Unis. Et là, on peut voir que bon, la production chinoise dans les années 80, elle est ridicule. Hein. Bien entendu, les années 80 et 90, c'est une suprématie totale des États-Unis, mais alors ça, nulle surprise. Dans ces années-là, la Chine était très pauvre économiquement. Les États-Unis étaient tout puissants dans le monde, je dis bien tout puissants. On pouvait appeler les États-Unis une authentique hyperpuissance. Il y avait l'Union soviétique, bien sûr. Mais bon, hors Union soviétique, les États-Unis étaient une véritable hyperpuissance. Là, après, avec l'amélioration économique de la Chine, on voit que tout change. Avec une explosion de la fabrication des navires de guerre chinois qui explose en l'an 2000. Vous voyez ? Et vous regardez la tendance de la production américaine. Vous voyez là comment ça a baissé très régulièrement et ça a duré, allez, on va dire une petite vingtaine d'années. Pendant 20 ans, la marine américaine n'a cessé de baisser. Et vous voyez la tendance à la hausse chinoise, qui est absolument énorme. Et elle explose en 2019. Là, étant donné que la Chine fabriquait tellement de navires de guerre, il y a eu un réveil du Congrès américain qui a dit faut absolument faire quelque chose, inverser la tendance, puisque là, notre marine américaine devient catastrophiquement beaucoup trop basse. Donc là, ils ont alloué
Mais après, il y a eu la menace russe. Et donc, c'était terminé. Vous voyez que là, tout ce qui a été alloué à la marine américaine a chuté de manière abrupte. Alors, pourquoi elle a chuté de manière abrupte? Parce que, bien évidemment, il y a eu 2014 en Ukraine, le coup d'État américain en Ukraine, et à partir de là, la Chine n'était plus du tout vue comme un ennemi, mais c'était la Russie. Et fallait absolument mettre tous les moyens en Ukraine. Et donc à partir de là, bah, c'est l'Ukraine qui est devenue la priorité. Voilà. Notez quand même que la Chine a eu une baisse très significative concernant la production militaire. Ah oui, là, elle était en sur-régime, hein. Elle était en sur-régime, regardez par rapport aux États-Unis. Elle était en sur-régime, elle ne pouvait pas continuer comme ça éternellement. Mais là, regardez, elle produit toujours beaucoup. Regardez par rapport aux États-Unis. Donc, elle produit quasiment 2 fois plus que les États-Unis. Donc, ça, c'était très, très, très intéressant. Mais là, on n'a parlé que production, mais il n'y a pas que ça. Quand on lit l'article dans le détail, là, c'est marqué les navires chinois sont plus récents et ces chantiers navals plus productifs. Et oui, car les navires américains sont anciens. Anciens, ils ont été produits années 90, début 2000 pour la plupart. Années 90, début 2000 pour la plupart, je le répète. Alors que là, regardez, là, début 2000 jusqu'à maintenant. Donc, puisque en fait, la production chinoise a démarré début 2000 en réalité. Donc, ces navires de guerre ont tout au plus une vingtaine d'années. Alors que les navires de guerre américains peuvent avoir tout au plus une quarantaine d'années. Donc, vous voyez, donc les navires chinois sont beaucoup plus récents dans leur globalité, parce qu'ils produisent, ils produisent, ils produisent. Donc ça, c'est très important à dire. Ça veut dire que, bon, bah, ils sont plus récents, donc plus modernes, donc on peut supposer plus efficaces. On peut le supposer. Alors évidemment, maintenant, en réalité, sont-ils réellement plus efficaces? On ne le sait pas. Mais en tous les cas, la logique voudrait que. Bref, voilà, donc ça c'était intéressant à noter. Donc là on va regarder un article qui vient de CSIS Missile Defense Project. Donc là c'est la partie missile d'analyse américaine qui est très intéressante puisque quand on lit l'article, il y a un missile en particulier qui effraie les États-Unis, c'est le DF-21 CSS-5. Pourquoi? Parce que quand on lit l'article, on s'aperçoit que la Chine a produit massivement ces missiles, hein, donc en service depuis 1991, et ce sont des missiles énormes, terribles, de près de 15 tonnes, qui a une charge utile, c'est-à-dire une charge explosive de 600 kg, qui a une portée de 2150 km. Alors évidemment, il y a plein de variantes. Ils ont été modernisés et ils ont été spécifiquement créés pour détruire les porte-avions américains. C'est pour ça qu'ils sont aussi gros. Et comme ils en ont produit depuis des années, là, c'est en service depuis 91, donc on va dire qu'ils sont produits depuis 1990 en gros, on va dire une petite trentaine d'années, ils en ont énormément, puisqu'ils ne s'en sont jamais servis. Et donc c'est ça qui fait peur aux Américains, c'est ces missiles-là, qui sont absolument terribles. Et évidemment, en plus, leur statut, là, il est opérationnel. L'article date du 23 avril 2024. Et la marine américaine craint énormément ces missiles. Donc c'est pour ça que je vous ai montré cela. Alors là, maintenant, on va voir un site très intéressant qui est le CIMSEC. C'est le Centre pour la sécurité maritime internationale, un site de référence concernant le naval. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire? La puissance de feu anti-navire et les plans de tir massifs de la Chine. Ça, c'était un constat au 1er mai 2023. On va pas tout lire parce que l'article est long.
Il détaille tout, juste le début, hein. Ça ira bien comme ça. Donc l'introduction, l'arsenal chinois d'armes anti-navires est une véritable force avec laquelle il faut compter et il est supérieur à celui des États-Unis à bien des égards. Ces armes et les tactiques qui les utilisent peuvent être au premier plan de la capacité de la Chine à interdire aux forces américaines l'accès au Pacifique occidental. Alors que les deux grandes puissances développent et font évoluer leur puissance de feu anti-navire, il est essentiel d'évaluer leurs plans respectifs de tir groupés et la manière dont ces plans peuvent entrer en concurrence et interagir dans un contexte opérationnel spécifique, comme une guerre déclenchée par une situation d'urgence à Taïwan. Quel que soit le camp qui dispose de la meilleure combinaison d'outils et de méthodes pour les tirs groupés, il peut obtenir un avantage majeur de dissuasion et de conflit. Là, très vite, mais je ne vais pas tout lire, la Chine a mis au point un large éventail de missiles anti-navires et une structure navale pour générer des tirs massifs. Ces armes et la manière dont elles ont été réparties entre les types de plateformes se combinent pour former un schéma de la manière dont la Chine peut lancer des tirs massifs contre des navires de guerre. Tirs massifs contre des navires de guerre à retenir. Encore une fois, on ne va pas tout lire. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a 5 principaux missiles anti-navires chinois. Il y en a 5. Il y en a bien d'autres, mais ceux-là sont les plus communs. Et vous reconnaissez parmi les 5 le fameux DF-21 qui fait tant peur aux États-Unis. Alors là, vous voyez, il montre les caractéristiques vraiment très basiques des missiles, donc leur nom, leur portée estimée, attention c'est en miles, hein, c'est pas en kilomètres, et bon bah les plateformes, quel type de missile c'est. Donc là vous voyez le fameux DF-21 dont tout le monde parle apparemment, je connaissais pas, hein, je vous l'avoue. Les missiles anti-navires chinois ne me sont pas très connus, je dois l'avouer. Et donc là, le DF-21, c'est un missile hypersonique dans sa phase vol de croisière, mais il devient supersonique quand il atteint sa cible. Et il peut être en l'air 15 minutes. Voilà. Bref, encore une fois, je ne vais pas tout lire, ce serait beaucoup trop long. Mais là, vous voyez que c'est un site extrêmement sérieux qui lui-même avoue que la Chine a des capacités de missiles très puissants. Et bon, évidemment, on l'a vu précédemment, en plus qu'il y a une flottille impressionnante en nombre. Et à cause de cet exercice à très grande échelle autour de Taïwan qui s'est passé de manière absolument excellente, très bonne organisation, en fait tellement bonne qu'elle a été presque qualifiée de furtive. Apparemment, les Américains l'ont remarqué que quand c'était fini. Donc, bon, alors maintenant je répète les propos de ce que j'ai pu lire. Est-ce que vraiment ils ont été, on va dire, surpris? Bon, je ne sais pas hein, vraiment, mais bon, c'est ce qu'on peut lire dans certains médias spécialisés. Et vous savez, maintenant, vous me connaissez, vous savez que j'en lis beaucoup des médias spécialisés, et surtout dans l'armement, le militaire. Bref, donc c'était assez important à signaler et qui montre qu'il ne faut pas sous-estimer la Chine. Alors on venait de parler de missiles précédemment et vous pourrez me rétorquer que les États-Unis peuvent eux aussi lancer énormément de missiles dans la zone. N'oublions pas qu'il y a l'Australie, le Japon, les Philippines et les navires américains qui peuvent aussi lancer des missiles. Donc oui, les États-Unis pourraient, ou la coalition pourrait lancer énormément de missiles. Beaucoup d'experts américains disent environ 1000 missiles. Oui, mais envoyer 1000 missiles, c'est bien, mais faudrait-il les avoir à disposition? Faudrait-il que l'Australie, le Japon,
les Philippines veulent bien attaquer et donc entrer en guerre directement avec la Chine. Mais bon, là, on va en parler d'un point de vue purement militaire. Oui, on va dire que on va croire les experts occidentaux américains, plus précisément américains, pour dire les États-Unis en guerre contre la Chine pourraient en quelques jours envoyer tout de suite 1000 missiles. D'accord, ça ferait très mal à la Chine, mais combien de missiles à la Chine? Ah ah, et oui, la Chine, elle en a beaucoup, beaucoup plus de 1000. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la Chine, elle pourrait se permettre d'utiliser tout type de missiles, puisque Taïwan est à proximité, alors que les États-Unis seraient obligés d'envoyer des missiles de leurs porte-avions, de leurs destroyers, etc., de leurs frégates. Ils n'en ont quasiment pas de frégates, mais de destroyers. Mais ils seraient obligés de les envoyer de loin, ne serait-ce que pour épargner un tant soit peu leurs navires. Donc ils ne pourraient pas utiliser tout type de missiles, ce sera principalement des missiles de croisière, bien évidemment. Alors que la Chine, elle pourrait tout envoyer. Et n'oublions pas encore que la Chine pourrait être aidée, ne serait-ce que logistiquement en missiles, par la Corée du Nord, l'Iran et surtout la Russie. Donc voilà, ça c'est, je voulais clore ce débat concernant les missiles. Donc c'est un sujet qui n'est pas simple. Et là, on va voir cet article de The National Interest, donc un grand journal américain militaire, et qui nous dit la marine américaine semble en grave déclin. Tiens, tiens, tiens. Ah ah, cela correspond à ce que je vous dis dans mes vidéos précédentes concernant l'effondrement des États-Unis et son effondrement militaire. Voilà, donc évidemment j'en avais déjà parlé. Et bien là, on va regarder avec une source très sûre, un petit peu plus dans le détail pourquoi la marine américaine semble en grave déclin. La marine américaine est aux prises avec des pannes mécaniques et des retards persistants dans toute sa flotte. Dans toute sa flotte. Des navires de combat littoraux, LCS, aux navires plus grands comme l'USS Iwo Jima ou l'USS Boxer, tous deux en proie à des pannes. Ça, c'est d'énormes navires, bien entendu. Résumé de ce que vous devez savoir. La marine américaine est aux prises avec des pannes mécaniques et des retards persistants, blablabli, bon ça je viens de le dire. Pour aggraver le problème, le processus de ravitaillement à mi-vie des super porte-avions de la marine, conçu pour durer 3 ans, s'est étendu à près de 6 ans. Avec des navires plus anciens tombant en panne et des nouveaux projets comme les destroyers de classe Zumwalt qui s'avèrent coûteux, la marine est confrontée à des défis opérationnels et à des milliards de dollars de coûts supplémentaires. Vous voyez, avec des navires plus anciens, vous vous souvenez du graphique qu'on vient de voir, du fait que les navires chinois sont beaucoup plus récents, donc plus efficaces. Ça peut donner un avantage à la Chine du fait que comme ils sont beaucoup plus récents, voire neufs, il n'y a quasiment pas de maintenance, très peu, contrairement aux vieux navires américains. Donc ça, c'est à garder en tête. La marine américaine est-elle prête? Les pannes de la flotte suscitent des inquiétudes. Les navires de combat littoral LCS de la marine américaine ont été en proie à de nombreuses pannes qui ont valu à ces petits navires côtiers le surnom de Little Crappy Ships, c'est-à-dire petits navires de merde. C'est assez cru. Plusieurs des navires les plus anciens ont déjà été retirés du service, mais ils n'étaient pas si vieux que ça. Et beaucoup ont été retirés du service plus d'une décennie avant la date prévue. Vous vous imaginez un peu? C'était à noter quand même. Hein. Les navires LCS sont loin d'être les seuls navires de guerre de l'US Navy à subir des pannes, ce qui remet en question l'efficacité de la flotte du service maritime. De plus, les LCS n'a pas été la seule erreur coûteuse commise par l'US Navy dans ses tentatives de créer la flotte du futur. L'US Zumwalt, le navire de tête d'une classe de destroyers furtifs à missiles guidés, est tombé en panne lors de sa traversée du canal de Panama en 2016.
Bien que ce problème ait été résolu, le rôle de la classe Zumwalt a été remis en question lorsqu'elle a été réduite et que son armement s'est avéré littéralement trop coûteux à exploiter. Vous voyez un peu tous ces impairs de l'US Navy qui s'accumulent, c'est affolant même. Les problèmes semblent être plus importants que simplement la classe LCL ou Zumwalt. Vous voyez, c'est pas fini. La Naval Surface Force Atlantic a confirmé la semaine dernière que le navire d'assaut amphibie de classe Wasp avait été contraint de retourner à la base navale de Norfolk à la suite d'un accident matériel non lié à la propulsion dans le département d'ingénierie. Selon un rapport de military.com, le navire effectuait des opérations d'entraînement en vue de son prochain déploiement lorsque le flap-top a subi un incident mécanique non divulgué, donc en plus ça a été caché, et a dû être ramené au port avec l'aide de plusieurs remorqueurs. Il s'agit de la dernière débâcle en date pour le navire de guerre qui a subi un incendie de 5 heures lors d'une opération de maintenance en 2019. Un autre, l'USS Boxer a subi une multitude de problèmes, notamment des pannes de composants moteurs, et maintenant l'incident du gouvernail qui semble avoir reçu une solution temporaire, selon Breaking Defense. Comme indiqué précédemment ces dernières années, l'USS Boxer, long de 250 mètres, donc apparemment c'est un porte-avions, a passé plus de temps en réparation qu'en déploiement. Ravitaillement prolongé à mi-vie des porte-avions. Une autre tendance inquiétante qui affecte la marine américaine est le temps qu'il faut désormais pour ravitailler ses porte-avions nucléaires. Le processus connu sous le nom de Refueling and Complex Overhaul, qui est obligatoire après environ 25 ans de service d'un porte-avions, a été conçu pour prendre environ 3 ans. Et là, nous avons vu précédemment que maintenant, ça prenait 6 ans. Et vous voyez, là, problème pour l'USS George Washington, un porte-avions. Voilà, rénovation de maintenance qui a duré 6 ans au lieu de 3 ans. Et ça va même durer encore 5 ans. Les contribuables devraient être en colère. Ça va coûter des milliards de dollars aux contribuables. Voilà, et ça ne s'arrête pas. Vous voyez un petit peu, c'est gravissime ce qui se passe dans l'US Navy. Alors bon, je suppose que le Pentagone sait ça. Ça doit quand même beaucoup les refroidir quant à une guerre avec la Chine. Mais ce n'est que mon avis. Encore un site militaire américain spécialisé sur la Navy qui nous dit l'USS John McCain est remorqué après son accident l'été 2017 qui a fait 10 morts parmi ses marins. L'un d'eux avait prévenu ses supérieurs. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un incident majeur se produise. L'USS Fitzgerald qui s'était écrasé 9 semaines plus tôt tuant 7 marins. Un officier avait dit à ses supérieurs que ses camarades de bord risquaient de mourir sans changement. Et ils n'ont pas été écoutés. Des années d'avertissement, puis la mort et le désastre. Comment la marine américaine a laissé tomber ses marins. Alors, on va pas tout lire, mais en gros, la flotte manquait de marins et ceux dont elle disposait étaient souvent mal formés et travaillaient jusqu'à l'épuisement. Ces navires de guerre tombaient en ruine et le rythme effréné des opérations signifiait qu'il y avait peu de chances de procéder aux réparations nécessaires. Les plus hauts responsables de la marine étaient occupés à acheter de nouveaux navires plus sophistiqués, alors même que ces marins s'efforçaient de maîtriser et de maintenir en service ceux dont ils disposaient. Le Pentagone, à l'autre bout du monde, acceptait des demandes de navires pour effectuer de plus en plus de missions, alors qu'il ne pouvait déjà pas, mais non, le Pentagone disait si on peut quand même. Les risques étaient évidents. Et Aucoin, alors Aucoin c'est le nom, c'est le vice-amiral, hein, Joseph Aucoin, en avertissait à plusieurs reprises ses supérieurs. Au cours de vidéoconférences, il détaillait les besoins urgents de sa flotte et les dangers qu'il y aurait à ne pas y répondre. Il a compilé des données montrant que les exigences incessantes imposées à ses navires, à ses marins, étaient insoutenables. Il a supplié ses supérieurs de reconnaître la vulnérabilité de la 7e flotte. Aucoin se souvient de la réponse, en gros le silence. S'il n'était pas ignoré, il était repoussé. On lui disait de se calmer et de faire le travail.
17 juin 2017, peu après 1h30 du matin, l'USS Fitzgerald, un destroyer de 1,8 milliard de dollars appartenant à la 7e flotte, est entré en collision avec un cargo géant au large des côtes japonaises. 7 marins sont noyés dans leur dortoir. Il s'agit de la catastrophe navale la plus meurtrière depuis 4 décennies. À peine 2 mois plus tard, le même phénomène s'est reproduit. L'USS John McCain, dont l'équipage mal formé manipulait mal les commandes, a viré juste devant un pétrolier de 30 000 tonnes. 10 autres marins ont péri. Vous voyez ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et moi qui pensais que la marine britannique était la pire du monde, bah, alors peut-être pas la pire du monde, il y a peut-être la marine américaine, ou tout du moins égalité avec la marine britannique. Après tout, les Anglais, les Américains, au niveau militaire, c'est la même entité. Donc ils se devaient de faire strictement la même chose. Nulle surprise. En tous les cas, pour l'US Navy, c'est extrêmement grave et vous allez voir, c'est pas fini. Là, on a le site militaire Defense News qui nous dit: à la recherche de 75 navires prêts au combat, la marine se tourne vers de nouvelles organisations de préparation. Et oui, parce que le but de la marine américaine, c'est qu'ils aient 75 navires prêts au combat, disponibles. Et malheureusement, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça, c'est l'objectif de 75 navires de surface crédibles au combat à tout moment. Voilà, cherche de nouveaux moyens d'améliorer sa disponibilité opérationnelle. Donc là, on a le vice-amiral Roy Kitchener qui nous dit ce qu'il en est. Et là, à l'époque, Kitchener avait refusé de dire combien de navires étaient aptes à mener à bien une mission. Un responsable de la marine, non autorisé à s'exprimer officiellement sur ces chiffres, a récemment déclaré à Defense News qu'ils étaient dans les 50 à ce moment-là. Donc c'était en janvier 2023. Donc sur les 75, environ 50 étaient disponibles quant aux navires de guerre qui pouvaient prendre la mer. Vous voyez quand même que entre la théorie et la réalité, il y a un gouffre en réalité. Là, un dernier article qui vient de US Naval Institute qui nous dit: la crise de la maintenance des sous-marins de la Navy. Ils ont besoin d'être prêts et d'avoir des solutions abordables pour la maintenance. Et là, que lit-on? Alors, bon, la marine a besoin de davantage de capacités industrielles. Cependant, la concurrence acharnée dans un contexte de budget serré exige des solutions créatives et des partenaires volontaires au sein de l'industrie privée. Le défi des sous-marins comprend une capacité et des compétences insuffisantes en matière de maintenance des sous-marins, une demande accrue de sous-marins et la nécessité d'un financement accru dans un contexte budgétaire serré. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Un rapport du CRS, donc c'est un rapport tout à fait officiel, du 22 juin 2023, a encore accru l'attention sur la question. Soulignons que 37% des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire ne sont pas disponibles pour le service. Et plus remarquable encore que la trajectoire s'aggrave. Donc en gros, il y a 40% à peu près de sous-marins nucléaires d'attaque qui ne sont pas disponibles et cela va s'aggraver, d'après ce qui est dit là. Donc vous voyez que c'est extrêmement grave, pas seulement concernant les navires, mais aussi les sous-marins. Donc c'est tout qui part à volo, pour ne pas faire de jeu de mots. Voilà, maintenant on va passer à la conclusion. Alors, que peut-on dire en conclusion? Qui gagnerait entre les États-Unis et la Chine? Alors tout d'abord, je dois vous avouer que je n'ai pas d'avis tranché parce que cela dépend de plusieurs facteurs. Alors en imaginant qu'on soit pro-américain et qu'on se dise ce serait plutôt les États-Unis. Alors si on dit ce serait plutôt les États-Unis, d'accord, mais dans ces cas-là, il faudrait réunir plusieurs conditions. Première condition, la motivation politique, c'est-à-dire que le gouvernement américain aille à fond dans la guerre avec la Chine.
tout en restant dans le conventionnel, hein, bien entendu. C'est-à-dire, ils envoient tout ce qu'ils ont de disponible, en navire, en sous-marin, éventuellement, en bombardier, etc. N'oublions pas qu'ils ont des bases pas trop loin de Taïwan. Un peu éloigné tout de même, mais pas trop loin. Maintenant, ils ont des bases beaucoup plus proches, mais de pays étrangers, comme les Philippines, euh, le Japon, par exemple. Donc déjà, il faudrait une motivation politique à fond. Ensuite, ça ne suffirait pas. Ensuite, il faudrait que les pays de la coalition soient bien d'accord pour suivre les États-Unis. Et eux aussi mettent tout ce qu'ils ont en naval, en avion, pour aider les États-Unis. Déjà, si ces deux conditions sont réunies, les États-Unis auraient leur chance. Je dis bien auraient leur chance. Je ne suis pas devin. Je ne connais pas l'état exact du complexe militaro-industriel chinois qui est très secret. J'ai même envie de vous dire presque plus secret que celui de la Russie. Donc c'est très difficile à dire. Donc oui, déjà avec ces deux conditions, encore une fois, je le répète, la volonté politique que les États-Unis envoient tout ce qu'ils ont en avion, en navire, en sous-marin, qu'il y ait l'aide du Japon, des Philippines, de l'Australie. Voilà, là je dirais que les États-Unis ont toutes leurs chances. Mais encore une fois, on ne pourrait pas dire malgré tout qui gagnerait à la fin. Alors maintenant, si on était pro-Chine, alors pro-Chine, les Chinois pourraient compter déjà sur tous les problèmes qu'ont les Américains. Vous avez vu que les Américains ont énormément de problèmes et que s'il y avait vraiment une guerre entre les États-Unis et la Chine, pour que ça soit sérieux et que les États-Unis soient crédibles, encore une fois, il faudrait qu'ils envoient tout ce qu'ils ont disponible. Voilà, bon, alors déjà la Chine pourrait compter sur le fait que, il y a un effondrement du complexe naval américain, alors que eux, il n'y a absolument aucun signe d'effondrement, c'est l'inverse. Ils ont une progression météoritique et ils n'ont pas de problème de fiabilité, tout du moins, je n'ai vu nulle part dans mes magazines spécialisés, dans mes sites spécialisés militaires, nul ne parle de désorganisation, de manque de fiabilité, etc., de la misère de l'armement chinois concernant le naval et les missiles, puisque c'est ça qui nous importe. Alors évidemment, on peut parler de la qualité. On peut dire encore raisonnablement que le meilleur matériel chinois comparé au meilleur matériel américain, on pourrait dire que globalement, je dis bien globalement, pourquoi je vous dis globalement? Parce que ça se discuterait beaucoup sur les missiles. Mais bon, globalement, on pourrait dire encore avec une certaine certitude que les États-Unis sont encore devant les Chinois. Quant à la qualité, alors quand je dis la qualité, je ne parle pas de la fiabilité, oui, faut préciser, mais je parle de la technicité, c'est-à-dire de ce quoi est capable le matériel. Voilà, pour être très précis. Donc les Chinois pourraient compter sur cette désorganisation, manque de fiabilité, vétusté même de la flotte américaine, et ils pourraient compter sur leur quantité énorme de missiles, et là pour le coup des missiles anti-navires, mais pas que, sur la diversité de leur flotte qui est absolument énorme. Ils ont énormément de bateaux, par exemple anti-sous-marins, apparemment très efficaces, soi-disant, ça c'est la propagande, c'est ce qu'ils disent. Alors peut-être qu'on peut les croire, puisque leurs navires anti-sous-marins dont ils se vantent sont extrêmement récents. Paraît-il qu'ils ont les dernières technologies anti-sous-marins. On va les croire sur parole. Et par contre, là où on peut constater, c'est que si
ils disent la vérité, ils en ont un très grand nombre. Ça veut dire que même si les Américains envoyaient beaucoup de sous-marins, ça les sauverait pas forcément. Ensuite, ils ont le nombre, le pur nombre, tout simplement, comme on l'a dit, et qui effraie énormément le Pentagone. Parce que c'est ça. Le problème, c'est que la flotte chinoise, chaque jour passant, devient toujours plus grande. Et c'est ça qui est important en guerre. Parce que bon, si vous avez un super bateau contre 4 bateaux moyens, bah, vaut mieux avoir 4 bateaux moyens qu'un super bateau. Voilà, parce que bon, si le super bateau est coulé, il n'y a plus rien derrière. Voilà. Par contre, si le super bateau, je dis n'importe quoi, c'est une image, hein, coule 2 bateaux moyens, bah, il en restera toujours 2 bateaux moyens, mais il y aura toujours plus rien derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, dans une guerre, ce n'est pas la qualité qui compte, c'est la quantité. La quantité sera toujours un meilleur facteur que la qualité. Alors par contre, je parle d'une vraie guerre, une guerre à grande échelle, une véritable guerre entre deux pays. C'est la quantité qui va compter. Par contre, pour des combats d'embuscade ou ce que j'appelle des combats safari, comme ce fut la spécialité des États-Unis et de la France en Afrique, par exemple, là c'est la qualité qui compte, c'est la précision. C'est par exemple les Américains en Afrique, ils ont conçu leur obus Excalibur pour une frappe et une destruction. Voilà. Donc, par exemple, leur M777, leur obusier vedette en Afrique, il a été conçu pour ça, pour faire quelques tirs, mais pas plus. Car le canon du M777 s'use extrêmement vite. Extrêmement vite. C'est un talon d'Achille absolument colossal. Alors, un talon d'Achille en temps de guerre intensive, pas en temps de guérilla, que ce que j'appelle les opérations safari, par exemple en Afrique, où il faut détruire la maison d'un terroriste, un coup, voilà, bien précis au but et c'est terminé. C'est le problème avec les obusiers César français. Pareil, extrêmement fragile. C'est pour ça que ça a très peu d'utilité en réalité pour l'Ukraine. Pourquoi? Bah parce que ils font quelques tirs, bon j'exagère, hein, quelques centaines de tirs et ils doivent changer le canon. Donc au niveau logistique, c'est un véritable cauchemar. Même si c'est pas très loin et que souvent ces changements de canon pour l'Ukraine se font en Pologne principalement, aussi en Roumanie mais principalement en Pologne, c'est quand même vraiment pas pratique et extrêmement coûteux. Donc voilà, donc bah, pour les navires, c'est pareil. Un navire extrêmement complexe, de très haute technicité, bah, est forcément moins fiable, ça c'est mathématique, mécanique, qu'un navire qui est moyen au niveau technique. Un navire moyen au niveau technique déjà coûtera moins cher à fabriquer, sera moins cher à la maintenance et sera de facto plus fiable. Ça, c'est des règles physiques, hein. Plus vous êtes dans la complexité, moins c'est fiable. C'est une évidence absolue. Vous voyez? Donc la Chine, étant donné son complexe militaire industriel, a décidé de faire un petit peu comme la Russie côté terrestre, la Chine côté naval, elle a décidé de faire, bon, évidemment, la meilleure qualité qu'elle peut faire, bien sûr, mais surtout la quantité, afin de noyer l'ennemi. Donc, on l'a vu là dans le rapport que le rapport d'un article de référence que la Chine, elle, compte sur l'envoi massif de missiles justement pour détruire un maximum de navires américains ou australiens, japonais, etc. Donc, la marine chinoise, elle a de très fortes chances. Je résume en une dernière fois. L'avantage des Chinois, principalement, c'est la logistique qui est juste à côté. Tout coûte beaucoup moins cher aussi parce que c'est fabriqué par la Chine.
La Chine aussi, toujours sur le complexe militaire industriel, n'a pas besoin de compter sur un pays tiers pour fabriquer quoi que ce soit. Elle fabrique tout, absolument tout de A à Z elle-même. Ce qui n'est pas du tout le cas, et bien vraiment pas du tout le cas des États-Unis, qui pour leur complexe militaire industriel naval doivent acheter énormément à la Chine. Donc vous voyez déjà, on démarre sur un paradoxe s'il y a une guerre. On démarre sur un très gros paradoxe. Bref, donc la Chine, elle, elle serait complètement indépendante à ce niveau-là. Elle peut fabriquer énormément. Et encore une fois, elle a la distance entre le continent chinois et Taïwan, il y a très peu de kilomètres. Voilà. Et en plus, il y a un petit îlot au sud-ouest de Taïwan qui peut servir de base à la Chine. En plus. Donc ça, faut le savoir. Bref, donc elle a beaucoup d'avantages et bien entendu, comme c'est un grand pays, une grande puissance militaire, elle peut tirer ses missiles sous quatre vecteurs. Les sous-marins, les navires, du sol, donc sol-sol, des missiles sol-sol, mais aussi via les avions. Voilà, donc la Chine a énormément d'avantages. Et enfin, et j'en termine là, la Chine pourrait ne pas être toute seule à se battre contre les États-Unis. Peut-être qu'elle aurait l'aide logistique de l'Iran, tout du moins quant aux missiles. Peut-être qu'elle aurait l'aide logistique et active de la Russie. Et en plus, là par contre c'est une certitude, elle aurait l'aide logistique et active de la Corée du Nord. Et ça c'est une certitude. Donc vous voyez que en tout et pour tout, si vous me demandiez mon avis, moi mon opinion, c'est que la Chine serait pleinement gagnante s'il y avait un conflit avec les États-Unis, même s'il y avait d'autres pays. Mais encore une fois, ce n'est que mon sentiment. C'est ce que je dirais, voilà, au final. Mais encore une fois, je le répète, c'est très important, ce n'est que mon opinion. Si les États-Unis se battaient avec tout ce qu'ils avaient, plus l'aide totale du Japon, de l'Australie, des Philippines, éventuellement de la Corée du Sud, et même un petit peu de la France, voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé qui gagnerait, etc., de manière totalement hypothétique, maintenant la réalité du monde. La réalité du monde. Pensez-vous vraiment que les États-Unis déclareraient la guerre à la Chine pour Taïwan? Sachant que, évidemment, en théorie, Taïwan ne représente rien, je dis bien en théorie, hein, rien pour l'Amérique en réalité. Voilà. Bon, il y a l'usine TSMC, bien évidemment, dont tout le monde parle, et bien sûr que c'est ça l'intérêt américain, mais encore, même pas sûr, il y a une usine équivalente TSMC qui est en train de se fabriquer aux États-Unis. Bon, ça va prendre quelques années. Mais bon, voilà, c'est TSMC en gros. Et puis le fait que stratégiquement, il y a une position intéressante. Mais bon, vous croyez vraiment que les États-Unis entreraient en guerre pour Taïwan alors que son territoire n'est pas menacé et que c'est vraiment un cas d'école qu'on peut comparer totalement avec l'Ukraine. On peut la comparer totalement avec l'Ukraine. Donc, bon, est-ce que les États-Unis risqueraient tout, absolument tout, pour Taïwan? Est-ce que le Japon irait vraiment aider les États-Unis? Alors que le Japon, c'est à côté de la Chine, et que la Chine pourrait détruire le Japon, mais avec une facilité absolument incroyable. Les Philippines, la Corée du Sud et la France. Qu'est-ce qu'elle viendrait faire la France là-dedans? La France qui dépend totalement de la Chine économiquement dans bien des secteurs. Le Japon qui dépend totalement économiquement de la Chine. En réalité, les États-Unis dépendent totalement économiquement de la Chine. Donc en gros, chacun se tient par la barbichette. Une guerre pour Taïwan semble vraiment très, très improbable. Alors oui, vous allez me dire, chacun montre ses muscles. Bon, c'est le théâtre de la géopolitique mondiale, c'est du théâtre.
faut bien montrer que, voilà, moi je suis fort, toi t'es fort, on est tous forts, mais en réalité, on ne peut pas se faire la guerre. Voilà. C'est comme une guerre directe Russie-États-Unis, c'est absolument impensable. Bah là, c'est du même niveau. Une guerre Chine-États-Unis directe, c'est en réalité impensable. Alors encore une fois, l'impensable peut arriver. Cela ne reste que mon opinion, ce n'est que mon avis. Alors, un avis argumenté, bien entendu. Il y a trop de liens commerciaux entre les États-Unis et la Chine et chacun a besoin de l'autre. Voilà. Donc, faudrait vraiment, pour qu'il y ait une véritable guerre, faudrait qu'il y ait une motivation réelle derrière, un prétexte réel. Voilà. Parce qu'on ne va pas risquer une troisième guerre mondiale pour Taïwan. Voilà. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur ce conflit chinois-États-Unis et qui gagnerait cette guerre. Si vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires, je serais vraiment très intéressé d'avoir votre avis là-dessus. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.